on va vous parler du programme Grande École, ingénieur. Je vais vous refaire un petit laïus quand même sur l'école elle-même, avant de passer dans le dur. Donc je vais me présenter quand même parce que on a dû se croiser peut-être dans l'Agora. Voilà, donc moi je suis Christophe Richet, je suis responsable des admissions pour toutes les formations à l'ESTP et je suis accompagné de Sybille, le sait. Responsable du cursus ingénieur. Voilà, et Serge Lestrade. Et Serge Lestrade, le directeur des études du campus de Cachan. J'ai 2250 élèves ici en responsabilité. Je suis pas tout seul. Hein. Grosse équipe. Donc alors, nous sommes aussi en visio, donc nous avons des internautes. Avec les directeurs de nos 3 autres campus en région, qui sont Laurence Mangenot, directrice du campus de Dijon. Je ne sais pas si elle est là, mais elle prendra la parole. Elle prendra la parole dans un instant. Ouais. Carlos Martins, directeur du campus de Troyes, là je le vois, et Antoine Bonte, directeur du campus d'Orléans. Et tout à l'heure, on les entendra, on les verra en visio. Ils vous diront un petit mot pour vous présenter leurs campus respectifs. Allez, c'est parti. Bien. Alors, comme on disait ce matin, mais on le répète à chaque début de présentation. Hein, oui, on vient d'accueillir Sophie. Ah, pardon, oui, Sophie Caroline Huisman, notre directrice des relations internationales, qui prendra la parole tout à l'heure aussi sur les mobilités, les échanges, les doubles diplômes à l'international. Tu pourras nous en dire un petit mot tout à l'heure. Merci, Sophie Caroline. Donc oui, comme on disait ce matin, l'ESTP, hein, c'est une histoire. Hein, nous avons été créés en 1891, donc plus de 130 ans d'histoire. Et on a été créé donc à une époque de révolution technique, hein, et puis de révolution industrielle. On a participé du coup à l'industrialisation du secteur de la construction. J'ai quelques photos après qui vont arriver, qui vont illustrer l'évolution du secteur, des photos noir et blanc, puis des photos de projection. Et bien évidemment, les 2 reconstructions après-guerre, hein, qui nous ont amenés aussi à développer des méthodes de construction innovantes, mais pas que. Maintenant, maintenant, nous avons des défis à relever qui sont importants, que vous devez connaître, hein, les défis environnementaux, sociétaux et numériques liés au changement climatique. Combien de tonnes de CO2 le secteur ce matin, disait Romain, 100 et quelques tonnes par an, hein, de CO2, que le secteur de la construction, d'émissions de gaz à effet de serre. On doit changer les choses. L'école se positionne comme fer de lance, hein, pour changer les méthodes, pour changer les manières de faire, pour changer l'acte de construire et le rendre moins gourmand, décarboné, avec la pression, hein, des institutions aussi, hein, pour baisser justement les émissions de gaz à effet de serre. On travaille avec les entreprises pour ça. On les accompagne aussi. Elles nous accompagnent aussi, hein, dans leurs innovations, recherche et développement, en accueillant nos stagiaires. Donc nous formons une communauté et on se doit de transformer aujourd'hui le secteur. Le statut d'ESPIG, c'est un peu barbare. Établissement d'enseignement supérieur privé reconnu d'intérêt général. Donc, dedans, vous avez le côté privé. Donc, nous ne sommes pas publics, bien sûr. L'État nous reconnaît comme étant d'intérêt général. Nous formons les futurs cadres du secteur de la construction. Nous en diplômons un petit millier chaque année. C'est ça, Serge ? Oui, ça veut dire qu'on est une école privée, mais à vocation publique, en fait. On sert l'intérêt général. C'est ça le sens du terme ESPIG. Pardon. Voilà. Et on va y revenir sur le statut d'ESPIG par rapport aux frais de scolarité un petit peu plus loin. La CTI, donc, qui accrédite les écoles d'ingénieurs à délivrer des diplômes reconnus dans le système LMD, licence, master, doctorat au niveau international, a été créée en 1934 et donc nous a accrédité dès sa création en 1934. Et depuis, nous conservons notre label d'accréditation CTI. Voilà, sachant qu'on a
le délai maximal, c'est-à-dire on est accrédité pour 5 ans. Notre diplôme d'ingénieur est accrédité. Oui, il y a différents types d'accréditation. 1 an, ça sent pas bon. 3 ans, il faut qu'on fasse mieux faire. Hein, peut mieux faire, mais on a des recommandations à suivre et à mettre en 5 œuvre. ans, c'est mieux. Et 5 ans, donc bon, c'est les bons élèves. Ceci dit, voilà, on a quand même des recommandations et ça fait évoluer aussi notre manière de faire et d'enseigner. Alors, nous sommes avec le campus de Cachan, nous sommes membres de la COMU, hein, c'est le regroupement d'universités, avec l'université Paris-Est depuis 2010. L'URCA, avec le campus de Troyes, est associé donc, à l'université de Reims, Champagne-Ardenne, et Dijon est en partenariat pour le moment avec le Polytechnicum Bourgogne-Franche-Comté. Je crois que Laurence pourra nous en dire plus tout à l'heure sur un projet en effet de partenariat avec les universités de Bourgogne-Franche-Comté. Aujourd'hui, 3500 étudiants sont en formation chez nous, tout campus confondu. Toute formation confondue, tout niveau confondu, hein, du bachelor jusqu'au master spécialisé, donc Bac+6, en passant par les doctorants, enfin en allant jusqu'au doctorant, justement à Bac+8. Nous avons aujourd'hui dans nos rangs 20 doctorants, accompagnés par des enseignants-chercheurs. Une école d'ingénieurs se doit d'être adossée à la recherche et de développer la recherche. Pourquoi ? Parce qu'on se doit d'être à jour et la recherche nous permet d'être à jour et d'innover surtout. Vous avez peut-être eu l'occasion de visiter des laboratoires ce matin ou avant cette conférence. Voilà, nous avons une chaire de recherche en routes et matériaux des chaussées, une chaire de recherche en béton, des enseignants-chercheurs qui eux-mêmes donnent des cours. Ces infrastructures de recherche sont mises à disposition des étudiants dans le cadre de leurs travaux pratiques dans les laboratoires qui sont répartis sur l'ensemble du campus. Les laboratoires sont dupliqués, alors pas de la même manière, mais sont dupliqués en termes d'infrastructures sur les campus aussi, de manière à ce que les TP puissent avoir lieu aussi sur les campus. Voilà, et 19% d'étudiants, alors j'aime pas le terme étranger, c'est plutôt des étudiants internationaux, hein, 25% d'étudiants internationaux cette année, à la rentrée 2023. Donc 25% d'étudiants internationaux, voilà une multiculturalité sur le campus, de par la filière civil engineering notamment en anglo, et puis tous les partenariats que tu as pu développer, Sophie-Caroline, avec les universités dans le monde, qui nous permettent de recevoir des étudiants en échange, d'en envoyer en échange aussi. On reparlera de la mobilité à l'international, mais ça rentre dans ce dispositif. Alors, si tu permets, Christophe, juste pour donner un ordre de grandeur, donc on délivre plus de 700 diplômes d'ingénieurs par an, ce qui fait de nous, de l'ESTP, non seulement la première école dans le secteur de la construction, la première école d'ingénieurs, en termes de qualité, parce qu'on est premier dans les classements, mais aussi en termes de quantité. Donc, c'est une énorme puissance de feu, notamment dans nos liens avec toutes les entreprises du secteur de la construction. Voilà, on est la première école dans ce secteur. Avant d'aller plus loin, une petite interro, une petite question. Qui est en prépa ? Oh, bravo, vous êtes mobilisés en masse. Vous n'avez pas beaucoup de temps pourtant, les prépas, bravo. Merci d'être présent. Qui n'est pas en prépa ? Alors, en IUT, en terminale, ok. En troisième ? Non. Vous êtes ou en cursus universitaire, en licence, master. On intègre aussi des personnes qui viennent de cursus universitaire. En première, on a quand même un jeune. En première, d'accord. Donc là, on va vous parler. Alors, pour être tout à fait clair, pour les terminales, il n'y a pas de prépa intégrée ici. D'accord ? On est une école en 3 ans, post-prépa, on passe le concours et on intègre l'école. Ceci dit, on a fait une présentation ce matin du bachelor sciences et ingénierie manager de la construction qui permet de faire 3 ans, de se former au métier de la construction, manager de la construction et ensuite d'intégrer le cursus ingénieur. D'accord ? Après, sinon, c'est le chemin classique, prépa et puis les concours. Voilà, pour les vocations précoces. Pour les vocations précoces. Mais c'est bien, ça permet de se projeter aussi. Bravo, merci d'être là et de pouvoir au moins vous permettre de réfléchir un peu plus en amont sur le projet professionnel. Oui, voir encore. Nous voir blanchir. Prépa MP. D'accord. Levez les bras. Hein. MP, n'ayez pas honte, au contraire. Hein. MP, PC, PSI, TSI,
MPI, PT. Bon, on a un bon échantillon. On a un panorama, là. On a un bon échantillon. Alors, les photos pour illustrer ce que je venais de vous dire, voilà, ça c'est le campus. Il y a, en 1910. Et un PT Hein? Il y a un PT à distance. Et un PT à distance, d'accord. Merci. Voilà, le campus en 1910. Là, on est sur le stade, qui est en bas du campus, sur la partie verte du campus, avec la maison de famille qu'on voit et la maison de la famille Hérol, qui est le fondateur de l'école, qui est un ancien éditeur, enfin qui est un éditeur toujours de manuels scolaires et manuels techniques, et qui a fondé l'école en 1891. Il n'y avait que ça au départ. Puis, voilà, c'était les techniques de début du siècle, les techniques de construction qu'on pouvait observer. Ça, c'est sur le campus lui-même, un peu plus là-haut, vers le centre de documentation. En 1950, on voit qu'en effet, on évolue en termes d'industrialisation et de technologie, des outils mécaniques, des outils de mesure, de cartographie. C'est grâce à ces outils-là qu'on a pu cartographier l'ensemble du territoire français et qu'on a pu engager les grands projets d'aménagement du territoire, les lignes à grande vitesse, les autoroutes, les tunnels, les ponts, etc. Ça permet de faire une cartographie, en fait, de voir le relief du pays et comment est-ce qu'on peut cheminer dans le pays et peut-être désenclaver des zones qui étaient encore très rurales et qui avaient besoin de se développer, etc. Donc ça, c'est l'ancêtre des stations qu'on peut avoir ici dans le laboratoire de topographie. Vous ferez des TP de topo. Je crois que le campus est l'un des endroits de France le plus cartographié en France, avec tous les exercices qu'on fait faire à nos étudiants en termes de topographie. C'est primordial, la topographie. Sans ça, il n'y a pas de projet de construction. Ils interviennent en amont des projets de construction pour en étudier la faisabilité. Sans compter l'étude du sol, tout ce qui est géotechnique, pour savoir comment est-ce qu'on va construire sur telle nature de sol ou telle autre nature de sol. Et puis ça va être le campus demain, un projet 2028. Le campus va être totalement restructuré. Ça a commencé à l'être avec la maison de famille qui a été livrée à la rentrée, qui a été complètement réhabilitée, avec des studios de 18 mètres carrés pour les étudiants. Et puis ensuite, le laboratoire de mécanique que vous avez vu devant, qui est très joli en bois, qui n'est plus en état et qui malheureusement va être rasé. On va garder la porte bleue quand même. Très joli, mais un peu vétuste. Un peu vétuste. Et il sera remplacé donc par le Learning Center qui est ici. Le bâtiment VICA, vous le voyez là. Les autres bâtiments un peu plus en bas. On va reverdir le campus. Aujourd'hui, vous avez dû remarquer, c'est un peu bétonné. Mais ça, c'est l'histoire. Donc, on va reverdir le campus et y accueillir notamment aussi le campus de Paris aujourd'hui, qui est de la formation continue et qui va nous rejoindre sur le campus ici. Donc, il y a beaucoup de chantiers à prévoir, du bruit sur le campus, mais on va faire ça aux petits oignons. Et donc là, on est tourné vers l'avenir, bien sûr, comme je vous disais. On repose en effet sur les épaules de nos ancêtres, avec toute l'expérience que ça nous a apporté. Mais on est tourné vers l'avenir avec un nouveau programme grande école ingénieur, plus adapté aux défis qu'on doit relever aujourd'hui, avec des parcours thématiques plus en lien avec les profils d'ingénieurs de la construction qu'on doit former aujourd'hui pour répondre aux besoins des entreprises. Une autre petite photo encore, voilà, sur le campus un peu plus vert, avec une coupe est-ouest. Voilà, il n'y a pas de piscine de prévu, je crois. Non, il n'y a pas de piscine de prévu. Un grand gymnase, alors je ne sais plus où il est le gymnase. Vue sur le gymnase, voilà. Vous avez vu le gymnase qui est là-bas, il est un petit peu vétuste aussi. Voilà, ce sera un gymnase totalement neuf. Mais ce sera pour 2028. Alors, ceux qui sont en première, c'est bon. Ceux qui sont en première, ça va aller. Ceux qui sont en prépa, vous êtes en deuxième année de prépa pour tous. Donc, vous rentrez en 2024. Ah non, ce ne sera pas terminé quand vous serez diplômé. Bon, tant pis. Mais vous pourrez revenir, bien sûr, en tant qu'alumni, bien évidemment. Nous avons développé un concept de multicampus, comme beaucoup d'écoles. Multicampus, le campus historique, c'est Cachan. Le campus secondement historique, c'est Troyes, 2017, ouverture en 2017. Puis Dijon en 2019 et Orléans, le petit dernier, qui a ouvert à la rentrée dernière. Un peu atypique par rapport aux deux autres bâtiments de Dijon et de Troyes qui sont totalement neufs, modernes. Là, on a investi l'ancienne maternité de la porte Madeleine à Orléans, une porte de l'ancienne ville. Donc, c'est une réhabilitation du patrimoine bâti.
et bâtiment classé, donc ça a nécessité beaucoup de contraintes, de contraintes d'utilisation de matériaux. Et puis le chantier n'est pas fini, mais on a pu quand même intégrer dans de bonnes conditions les étudiants qui ont intégré cette année, les 32 étudiants qui ont intégré Orléans. On vous en parlera tout à l'heure avec les directeurs de campus, ils pourront vous en dire un peu plus. Donc voilà la présentation de l'école, nos multicampus. Et puis on va passer au tronc commun, au programme de la formation. Je sais. C'est beau, Serge. Oui, si tu veux bien. Oui, bien sûr. Allez, je te laisse la parole. Merci. Donc voilà, là c'est une présentation. Vous avez sous les yeux donc la maquette pédagogique, le schéma des études, donc des 3 années d'études d'ingénieur. Sachant, alors juste une petite question de jargon, de vocabulaire, on va parler de semestre. S5, c'est en réalité le premier semestre. En fait, on part du bac. On considère qu'il y a 2 années d'études validées après le bac, d'où cette appellation de S5, puisque en fait, notre diplôme d'ingénieur donne également le grade, délivre en même temps le grade de master à la fin des études. Donc, donc voilà, vous avez sous les yeux donc le schéma général des études, 3 années d'études. On commence par un tronc commun de 3 semestres. On reviendra tout à l'heure un petit peu plus en détail sur les matières, mais l'idée c'est d'apporter les bases des métiers auxquels se destinent nos élèves, auxquels nous les formons. Donc 3 semestres de tronc commun, semestre 5, semestre 6, semestre 7. Il faut que je vienne par là? Oui, parce que la caméra te suit. Parce que la caméra veut me filmer? D'accord. Pardon. Pas dépasser la table. D'accord. Bon, oui, pour qu'on puisse être vu là par les internautes. Entendu, ça marche. Donc 3 semestres de tronc commun. À partir du semestre 8, donc 2e semestre de la 2e année, comme vous le voyez, nous donnons à nos élèves le choix entre 5 parcours thématiques. L'idée de base, elle est très très simple, c'est que plus on avance dans le cursus, plus on se spécialise. Voilà, et plus on se professionnalise. J'y reviendrai dans un instant. 5 parcours thématiques, construction durable, aménagement urbain et mobilité, travaux publics décarbonés, transition énergétique de la construction, transition numérique de la construction, sachant que ces parcours thématiques ne sont pas tous proposés sur tous les campus, mais vous avez dans la plaquette une table, un grand tableau un peu complexe qui précise sur quel campus tel ou tel parcours thématique est proposé et déployé. Le semestre, donc au semestre 8, parcours thématique, toujours un petit peu d'enseignement de tronc commun, notamment les langues, la communication, le management. Et la 3e année est un peu particulière, puisque là, on a l'articulation d'une option au choix. Donc, de la même façon, en fonction du parcours thématique que vous aurez choisi, eh bien, vous aurez la possibilité de suivre 1, 2 ou 3 options, sachant qu'aujourd'hui, on en propose 14, je crois, sur l'ensemble de nos campus. Une expertise métier, puisque là, on est vraiment très, très proche de l'insertion professionnelle, selon qu'on se destine à travailler à l'international, selon qu'on se destine à travailler dans un bureau d'études, etc. Donc, une expertise métier. Et le 2e semestre de la 3e année est consacré à un long stage ingénieur, une mission ingénieur de 6 mois. C'est ce que je disais, plus on avance dans le cursus, plus on se professionnalise, puisque vous voyez les séquences passées à l'école alternent avec des missions en entreprise qui vont progressives, au fur et à mesure qu'on avance. 6 semaines de stage, l'équivalent d'un stage ouvrier, donc peu rapide à la fin de la première année. 12 semaines de stage, ça fait déjà 3 mois entre la 2e et la 3e année, ce qui fait que les élèves, là, ils ont 3 semaines de vacances, en gros, entre la 2e et la 3e année, et un stage, une mission ingénieur de 24 semaines minimum, avec rédaction d'un mémoire de fin d'études qui fait pendant à ce stage de fin d'études. J'ai oublié de dire que l'affectation dans un campus n'est pas définitive et qu'il y a une mobilité proposée, possible en tout cas, entre la 2e et la 3e année pour suivre telle ou telle option. Donc voilà le schéma général. Ensuite, Christophe, si tu veux bien. Nous répondrons à toutes les questions tout à l'heure.
C'est qui là qui prend la parole? C'est Sybille. Donc, le tronc commun, donc, il y a 1200 heures donc, sur les 3 semestres S5, S6, S7, donc 400 heures de cours, travaux dirigés, travaux pratiques par semestre. Donc, c'est réparti en 5 pôles. Donc, le premier, c'est mathématiques et outils de modélisation. Donc, vous avez des cours de mathématiques, de modélisation sur Revit. Donc, pour BIM, c'est Building Information Modeling. Des cours de mécanique et matériaux, donc mécanique des sols, performance des bétons, par exemple. Sciences et techniques de la construction. Donc, vous avez des cours d'énergétique des bâtiments, d'électricité et d'énergie, topométrie urbaine, conception technique des ouvrages. Voilà. Et résistance des matériaux, parfois redouté, matière calculatoire. Donc, d'autres cours sur les enjeux de la construction durable, donc les enjeux climatiques et environnementaux, la sociologie urbaine, l'économie des entreprises, l'innovation et la recherche, le management de projets, et ensuite donc des compétences managériales et des projets professionnels, donc soft skills, les langues vivantes. Donc, il y a 7 langues qui sont enseignées à l'ESTP. Donc, la langue vivante 1, obligatoire pour tout le monde, l'anglais. Et ensuite, il y a de l'espagnol, du portugais, de l'allemand, du japonais, du chinois. Merci beaucoup. Pardon, j'ai juste oublié de vous dire tout à l'heure que l'intégralité du cursus est également surcachant exclusivement proposé en anglais. C'est-à-dire qu'on peut suivre tout le programme. Nous avons un cursus anglophone, qui s'appelle Civil Engineering, et on peut suivre tout le programme que vous avez sous les yeux en anglais dès la première année. Évidemment, il faut pouvoir attester d'un bon niveau d'anglais au départ. Donc, au S8, donc deuxième semestre de la deuxième année, il y a 230 heures, dont plus 30 heures de projet. Donc, sur les 5 parcours thématiques qu'on a cités précédemment, donc construction durable, aménagement urbain et mobilité, travaux publics décarbonés, énergétique de la construction et numérique de la construction. Donc, les étudiants commencent leur parcours un peu à la carte, qui vont continuer après en troisième année. Donc, en troisième année, ils ont le choix parmi 13 options. Donc, conception et construction bas carbone, construction 4.0, développement immobilier et usage. Donc, certaines options sont sur 2 campus, d'autres sur 1 campus. Par exemple, développement immobilier et usage, c'est à la fois à Cachan et Troyes. Génie civil écologique, génie civil nucléaire, infrastructure routière et aménagement durable, infrastructure et travaux souterrains, jumeaux numériques et intelligence artificielle, modélisation des structures complexes, production d'énergie, transport et stockage, smart grid, rénovation et réhabilitation du patrimoine bâti. Donc, par exemple, ça, c'est une option qui sera disponible que sur un campus, le campus de Troyes. Système d'information géographique, topographie et numérique, urbanisme durable et décarboné. Donc, ils ont également en troisième année une expertise métier, donc conception, bureau d'études, entrepreneuriat. Pour ceux qui veulent créer... Pour donner une idée des volumes, l'option c'est 200 heures d'enseignement et l'expertise métier 100 heures. Sachant qu'on a on délivre 400 heures pour chaque élève, 400 heures d'enseignement par semestre. Donc du management opérationnel, du management de projet à l'international, management de la propriété pour ceux qui veulent être géomètres experts, management des risques et aussi un axe recherche et développement. Donc, actuellement, il y a une option qui s'appelle bâtiment durable. Donc, les étudiants travaillent en fait en mode projet et ils ont des cours magistraux qui servent justement pour les projets. Donc, ils ont à la fois des enseignants et des professionnels du secteur. Donc là, par exemple, pour ces projets, ils travaillent à différentes échelles, à l'échelle du bâtiment, à l'échelle de la ville, ou du quartier, et à l'échelle des équipements du bâtiment. Donc, ils doivent, en plus, ils ont une soutenance à la fin du projet et ils ont un rapport de projet à fournir. Ils travaillent en équipe, généralement par groupe de 4. Et donc, dans leur rapport, ils incluent bien évidemment, par exemple, les simulations énergétiques qu'ils ont fait, que ce soit des zonages thermiques, des scénarios de chauffage, etc. Parfait.
Alors, bonjour à toutes et à tous. J'ai déjà été introduite, donc bonjour à tous ceux qui nous suivent en ligne aussi. Je suis là pour vous parler des mobilités et des doubles diplômes à l'international. C'est une possibilité que vous avez. Je préfère le présenter comme une possibilité. Certains le verront comme une obligation. Je vais effectivement y revenir. C'est une obligation que nous impose la CTI, la Commission des titres d'ingénieur. Un semestre minimum d'exposition à l'international au cours de votre cursus d'ingénieur. Mais je vais parler ici d'opportunités. Donc, soit en deuxième année, premier ou deuxième semestre, soit premier semestre de troisième année, soit encore la possibilité de faire une année entière, qui est la troisième année, en double diplôme. Donc, ces possibilités-là que je cite, ce sont des possibilités académiques, donc de séjour académique dans une université partenaire, qui est donc une université dans différents pays. On va peut-être y revenir. Je ne sais plus s'il y a une map ou pas. Non, bon, il n'y a pas la map. C'est pas grave. Donc, plus de 97, aujourd'hui même 105 universités partenaires sur 45 différents pays. Donc, ça laisse, inutile de vous dire que ça laisse pas mal de choix aux étudiants. Donc, l'idée puisque le slide en parle à nouveau, l'idée est que quand vous intégrez le STP, vous avez en effet le choix du parcours anglophone ou du parcours francophone. Pour en dire un tout petit peu plus, le parcours anglophone, c'est une filière qui regroupe à la fois des étudiants internationaux et des étudiants français qui choisissent de faire ce parcours en anglais, et puis qui regroupe aussi des professeurs de nos universités partenaires. Donc, ça nous autorise effectivement à faire venir des profs qui vont revenir après dans leur université et prêcher la bonne parole en disant que le STP, c'est sympa, il faut y aller. Donc, ça nous amène aussi des étudiants internationaux vers chez nous. Ces professeurs internationaux, ils ont aussi le mérite d'ouvrir un peu les écoutilles, enfin, ou en tout cas les perspectives professionnelles de nos étudiants, puisqu'ils n'ont pas comme référence que des projets franco-français, mais évidemment, ils ont participé éventuellement à des projets à l'international dans leur pays. Donc voilà, ça peut aussi donner lieu à des stages, ça peut donner lieu à des parcours justement double diplômants. J'en connais des profs qui viennent parler de leur master dans leur pays d'origine et qui incitent nos élèves à y partir. Voilà, donc une quarantaine d'opportunités de double diplôme également sur ces 105 universités, parmi ces 105 universités. Une quarantaine proposent des doubles diplômes. Donc, double diplôme, c'est au moins la troisième année, donc les 2 semestres de la troisième année, voire parfois plus, peut-être un troisième semestre ou un quatrième semestre maximum. Donc, ça prolonge parfois un tout petit peu le parcours de l'étudiant. 4 ans. Voilà, ça correspond effectivement à un parcours en 4 années. Mais la plupart des doubles diplômes, c'est plutôt 2 semestres, c'est plutôt une année. Voilà, les étudiants sont sélectionnés à partir du niveau académique de la première année. Aussi bizarre que ça puisse paraître, les étudiants qui partent en troisième année postulent ou candidatent en milieu de deuxième année. Donc, au milieu de la deuxième année, nous n'avons comme résultat académique que la première année qu'ils ont fait chez nous. Donc, ça veut dire qu'on ne le répétera jamais assez à nos étudiants qui nous rejoignent post-prépa. Il ne faut pas lever le pied tout de suite. Il faut y aller quand même un peu en première année, bosser un peu en première année, assurer un 13-14 de moyenne, histoire d'avoir toutes les possibilités de partir à l'international. Voilà. Et puis, le niveau de langue qui compte aussi. Donc, on a parlé des langues étrangères qui sont enseignées en LV2, LV3. L'anglais, mais pas que. C'est-à-dire qu'il faut effectivement le dénominateur commun, c'est un bon niveau d'anglais. Mais pour ceux qui veulent partir sur une destination hispanophone, lusophone, chinoise, etc., il faut être inscrit en LV2 ou en LV3 dans la langue du pays, même si, dans la plupart des cas, les cours sont enseignés en anglais. Voilà. Ça montre quand même une petite motivation. Quand on veut partir au Politecnico di Milano, en Italie, c'est mieux quand même d'avoir appris un peu l'italien, au moins au cours de la première année. Voilà. Après, il y a peut-être un sujet sur alors le stage, puisque c'est là-dessus aussi j'en parle. Donc, pour ceux qui vivent l'international comme une obligation, bon, on va le faire comme ça. Vous avez la possibilité donc de faire cette mobilité académique au sein d'une université, ou vous avez aussi la possibilité de faire votre TFE, donc le travail de fin d'études, le stage de 6 mois de dernière année à l'étranger. Donc ça se cumule. Vous pouvez faire une mobilité académique et le stage à l'étranger. Ou si
vous avez tout fait en France et que ça vous rattrape, cette obligation vous rattrape, alors vous n'avez pas d'autre choix que de faire votre stage à l'international, stage de dernière année. Voilà, ça vous laisse quand même pas mal d'opportunités. Après, il y a un sujet de budget. La plupart des destinations sont sans surcoût de scolarité, sont basées sur des échanges. Donc, on reçoit des étudiants des universités partenaires dont je vous ai parlé. Puis, nous, on envoie nos étudiants dans ces universités partenaires. Ça, c'est sans surcoût de scolarité. Et puis, il y a quelques universités qui sont, vous le devinerez peut-être, anglo-saxonnes, pour ne pas les nommer, les États-Unis, l'Angleterre, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, qui exigent un surcoût de scolarité par rapport aux étudiants français, puisqu'on ne nous en envoie pas, donc ils accueillent les nôtres avec grand plaisir, mais en payant. Donc voilà, donc ça c'est un petit budget qu'il faudra prévoir. Quand je dis petit, c'est pour dire le moindre. Voilà, donc pour certaines universités, ça exige de s'y préparer un peu à l'avance et notamment les parents, voilà, donc qui sont ici. Voilà, c'est toujours une information bonne à prendre. Voilà, je crois que c'est tout. Après, l'enseignement de l'anglais, je pense que vous en avez parlé. On va en parler. Ils sont 105 désormais, voilà, 105, 45 pays. Ça évolue sans cesse, exactement. Merci. Alors, je reprends la parole, je me mets, parce que là, j'ai vu que Sophie Caroline, elle était bien dans le cadre, elle était vraiment très bien cadrée. Donc, je mets comme elle. Et je reprends la parole pour vous préciser les conditions de diplômabilité, donc conditions à remplir pour se voir délivrer le diplôme d'ingénieur. Il y en a quand même quelques-unes. Donc, à l'issue des 3 années d'études, 4 éventuellement, 5 pour ceux qui redoublent et qui se plaisent tellement à l'école qu'ils font le parcours tranquillement. Il faut évidemment avoir validé toutes les unités d'enseignement. Donc, en fait, les enseignements des 5 premiers semestres, puisque vous l'avez compris, le dernier semestre, c'est un semestre de stage, mission de fin d'études. Le stage de 6 semaines en fin de première année, celui de 12 semaines à la fin de la deuxième année, le fameux TFE dont nous avons déjà parlé de 24 semaines minimum, qui compte comme un vrai semestre d'études, un semestre où on acquiert des compétences, mais en entreprise. Il faut, on l'a évoqué, puisque l'anglais, voilà, et la langue, c'est une obligation de la CTI, donc on doit, tout ingénieur doit justifier d'un niveau B2 en anglais, et nous exigeons donc un score de 805 points au TOEIC, ce qui est quand même assez costaud. Et également, il faut avoir validé sa mobilité à l'international, comme Sophie Caroline vient de nous en parler à l'instant, donc un semestre académique ou bien un stage à l'étranger ou bien le TFE fait à l'international. Voilà les conditions à remplir pour pouvoir prétendre au diplôme d'ingénieur de l'ESTP. Alors, donc, il y a des modalités pédagogiques qui sont variées. Donc, au début, il y a un séminaire d'intégration qui est sur 3 jours avec une fresque du climat. Donc, où à partir de 42 cartes en groupe de 15 étudiants, donc on les sensibilise au changement climatique. Il y a donc également des activités de team building et des ateliers de sensibilisation qui sont pris en charge par des entreprises, que ce soit sur les relations hommes-femmes, le handicap, la réalité virtuelle ou la sécurité, par exemple. Donc, il y a des cours magistraux et des travaux dirigés. Par exemple, si on prend une matière conception technique des ouvrages et Eurocode, vous allez avoir un cours magistral, ça va être présentation des Eurocodes, et un travaux dirigé, vous aurez un travaux dirigé par exemple sur la préfabrication. Donc des travaux pratiques et de recherche en laboratoire. Donc les travaux dirigés sont par environ 35 élèves, alors que les travaux pratiques sont en plus petit nombre, vers 17 élèves. Donc, par exemple, il y a le laboratoire des bétons où vous pouvez faire. Donc, si le cours c'est performance des bétons, on peut faire un travaux pratique sur la consistance du béton et voir la fluidité du béton en ajoutant des adjuvants. Donc, il y a du travail en mode projet, souvent par 4. En première année, ils ont un cours qui s'appelle Acteurs, enjeux et projets de maîtrise d'œuvre. Donc, on leur demande ils ont le choix entre 15 bâtiments et on leur demande de transformer, agrandir un bâtiment. Ils ont, par exemple, dans les bâtiments, les Folies de la Villette.
Ils ont également l'opération Morland qui vient d'être terminée par le prix Pritzker en 2023. Ils ont une plateforme pédagogique numérique qui s'appelle eCampus avec des outils interactifs où les professeurs peuvent déposer les cours et les différents supports de TD, TP, etc. Il y a des rendez-vous à distance qui peuvent être pris également, par exemple sur Teams avec des révisions avant les partiels, etc. Donc il y a des enseignements qui sont variés. Oui, sachant que les élèves, on a une application sur tous les stores qui s'appelle MyESTP et sur laquelle nos élèves peuvent voir leur emploi du temps, accéder à leur courrier, etc. Bien, hein. MyESTP. Téléchargé de toute urgence. Quelques exemples de projets. Donc ça, c'est plutôt des projets qui sont en deuxième année. Donc le projet architecture et maîtrise d'œuvre qui fait suite à celui qui était sur la slide précédente, acteurs et projet de maîtrise d'œuvre. Donc là, vous voyez que donc les étudiants ont travaillé par 4. Ils ont travaillé cette année sur une parcelle qui est en face de la gare de Cachan. Et ils travaillent aussi bien, enfin c'est au choix, ou à la main à l'ancienne, ou sur le logiciel Revit. Donc ils font une présentation de leur projet. Donc là, c'était des logements d'artistes et ils font des maquettes. Et donc tous les groupes, ils ont chacun leur maquette qui est différente à la fin. Et donc ça fait appel à leur créativité notamment. Donc il y a un autre projet, donc c'est conception technique du bâtiment. Donc là, on cherche à répondre à la question comment on construit. Donc tous les étudiants ont un même bâtiment et ils doivent justifier de leur choix des fondations jusqu'à la toiture terrasse. Pour le projet BIM, donc quand ils sont en première année sur Revit, ils apprennent à se servir du logiciel, des différents paramètres, etc. En deuxième année, vous pouvez travailler, l'année dernière, on travaillait sur une convention BIM, donc l'interaction à plusieurs. Cette année, ils ont fait une modélisation de la mine de Noyant, bâtiment qui est construit par Fraissinet, et c'est le centenaire de ce bâtiment cette année. Voilà, de la construction de ce bâtiment. En projet d'ingénierie l'année dernière, donc les projets changent chaque année. En projet d'ingénierie l'année dernière, dans la filière bâtiment, ils ont travaillé sur le pavillon des bétons qui est sur le haut du campus. Donc c'est une coque en béton de 6 cm et il fallait qu'ils trouvent un usage et qui... Voilà. Au-dessus du parking intérieur. Voilà. Vous allez voir. Très de bibliothèque. Donc c'est un bâtiment qui est construit en 58. Donc là, ils ont plusieurs rendus à faire, notamment une étude technique, une estimation des coûts, donc ils sont toujours par 4. Les meilleurs présentent le concours Les Génies de la Construction. Il y a plusieurs autres concours cette année qui sont proposés. Ils vont faire un concours. On a presque à chaque fois des lauréats. Oui. Voilà. Et donc cette année, il y a le concours de construction métallique qui se fera, donc, je crois pour la première fois ici, et concours BFUB, donc béton ultra haute. Mais t'as plus le micro. C'était 2 minutes par slide. Pardon. Là, tu peux. Non, je vais juste ajouter que là, cette présentation, elle illustre le fait que il y a évidemment le STP des cours magistraux, mais vous voyez qu'il y a aussi beaucoup de mise en situation professionnelle, beaucoup de travail en mode projet, etc., par petits groupes, donc beaucoup de mise en situation professionnelle. Mais je te cède volontiers mon micro. Alors, sinon, donc, en première année, ils ont un petit module de recherche de 15 heures. Donc, tous les enseignants-chercheurs proposent des articles. Voilà, le parcours recherche se prolonge sur la deuxième année. En deuxième année, certains étudiants choisissent le parcours recherche OS8. Et donc là, c'est 2 exemples. Un sur les BPOS, donc les bâtiments à énergie positive, des bâtiments qui produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Voilà. Et le deuxième, c'est sur les impressions 3D en béton. Et donc, vous voyez, c'est l'optimisation géométrique des buses pour l'impression 3D cimentaire. Et donc, toutes les étapes qu'on leur demande, donc le plan, l'état de l'art. Ils font des expérimentations dans le labo qui est associé. Ensuite, ils présentent leurs résultats et le bilan. Ils font également... Oui, ce sont des posters réalisés par les élèves, n'est-ce pas? Voilà, ils présentent des posters et après, donc... tous les étudiants qui participent présentent leurs posters donc des différents départements et donc il y a un prix du meilleur projet. C'est à toi, Christophe, de prendre la parole.
Tu veux mon micro? Alors, comme je vous disais tout à l'heure, nous sommes un ESPIG, établissement d'enseignement supérieur privé reconnu d'intérêt général. On vous met à contribution pour les frais de scolarité. Les flux financiers de l'État sont ce qu'ils sont, surtout pour le privé, où ils sont quasi inexistants, très peu. Donc, nous sommes obligés de vous mettre à contribution pour les frais de scolarité. Ça ne couvre pas l'intégralité des frais de scolarité. Pour la rentrée 2024, année 2024-25, les frais de scolarité passent à 9 450 € l'année, payable en 3 fois. Une fois avec des arts, lors de l'inscription administrative, le solde la première moitié du solde en octobre et la deuxième moitié du solde en janvier. Des échéanciers peuvent être mis en place pour lisser cette dépense sur l'année. Alors, comment est-ce qu'on fait pour financer sa formation? C'est un sujet important. Le prêt étudiant, c'est une solution. C'est la solution qui est adoptée par la majorité de nos étudiants. Le principe du prêt étudiant, taux d'intérêt pouvant varier de 1 à 3 et quelques %, ça dépend. Je sais que la Société Générale n'est pas du tout bien placée à ce niveau-là. J'ai échangé avec des étudiants. Donc, il y a des banques qui sont connues de notre campus, dont les agences sont à côté, qui proposent des prêts à des intérêts allant de 1,5 à 2 %. Le principe d'un prêt étudiant, c'est d'emprunter l'argent nécessaire pour financer sa formation, pas pour vivre à côté, mais pour financer sa formation. Et le remboursement du prêt étudiant se fait une fois l'obtention du diplôme faite et une situation professionnelle stable obtenue. Donc, alors attention, par contre, si vous n'êtes pas diplômé, il faut quand même rembourser. La pression. Donc, ça, c'est une solution. Ça permet de ne pas avoir à travailler à côté. Je vous le déconseille. Le rythme est soutenu. On a des étudiants qui travaillent quand même à côté. Voilà, mais bon, c'est pas conseillé. En complément de ça, vous avez vu qu'il y a 3 stages, 6 semaines, 12 semaines, 24 semaines. Au-delà de 6 semaines de stage, la gratification, la rémunération du stagiaire est obligatoire par l'entreprise. Il y a eu jurisprudence il y a quelques années. Il y a eu quand même pas mal d'abus sur le recrutement de stagiaires sans gratification. C'est terminé au-delà de 8 semaines. Maintenant, les entreprises de notre secteur gratifient quand même leurs stagiaires, même s'ils ne font que 6 semaines de stage. On observe des gratifications de stage en première année pouvant aller de 700 à 1000 € pour le mois. En deuxième année, le stage de 12 semaines, on peut monter à 1200, 1500. Et en dernière année, stage de fin d'études, il ne faut pas oublier que le secteur est quand même très tendu en termes de recrutement. Beaucoup de besoins. Les entreprises viennent vous chercher avant la sortie de l'école. Et là, pour vous attirer chez eux, ils vous gratifient. Ça peut aller jusqu'à 1700 € le mois pendant 6 mois. Voire 2000, tu as vu des gratifications à 2000, voilà. Donc, ils vous font un pont d'or pour intégrer leur entreprise, y rester après. 2000 € par mois, x 6, voilà, ça paye les frais de scolarité de la dernière année. La dernière année, en fait, est autofinancée par la gratification de stage. Voilà, je dédramatise un peu le côté financier, mais je ne veux pas le cacher parce que je ne veux pas qu'il y ait de mauvaises surprises. C'est un investissement de départ, c'est clair. Le retour sur investissement, je vais vous le montrer juste après. Il y a un autre système pour alléger la note, les bourses ESTP et les bourses Crous. Les bourses ESTP et de ses partenaires, les fédérations et les entreprises, octroient des bourses, certaines, donc les entreprises et les fédérations, sur des critères d'excellence. Et puis, les bourses ESTP aussi sont calculées sur les indices boursiers Crous. Et les élèves qui ne sont pas boursiers Crous peuvent quand même faire une demande de bourse avec un dossier assez conséquent à compléter pour avoir les revenus, etc. et voir ce que l'on peut débloquer comme enveloppe. Pour information, l'année dernière, entre les partenaires, le STP, la fédération, les entreprises, la fondation des alumni, on a débloqué une enveloppe de 600 000 € pour aider nos étudiants à financer leurs frais de scolarité. C'est important à dire. On n'est pas
n'est pas, on est là aussi pour vous accompagner financièrement. On en est conscient. C'est un investissement de départ. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Voilà, sur les différents leviers, je dirais, de financement. Après, il y a les parents. Après, il y a les grands-parents aussi. C'est bientôt Noël. Voilà. ça peut être une bonne idée cadeau. Voilà. Et donc, je continue sur le retour sur investissement. Ça, c'est l'enquête emploi que l'on fait tous les ans de la promo sortante. Je vous parlais d'employabilité. Bon, là, on ne le voit pas en entier, mais en effet, ici, là, 63,4% de nos étudiants sortants ont une proposition de contrat avant de sortir de l'école. On ne va pas former des chômeurs. Vous n'allez pas chômer. Vous allez peu vous retrouver au chômage, voire pas du tout. Et puis, une rémunération moyenne, on est dans le top 7 des écoles d'ingénieurs en termes de rémunération à la sortie de l'école, 45 394 €. C'est une moyenne à prendre avec des pincettes. Ça peut être plus, ça peut être moins. À vous de négocier au mieux vos compétences et de les vendre au mieux auprès des recruteurs. Voilà. Bon, après, vous avez l'enquête emploi qui est à disposition. Oui. Voilà, le secteur de la construction ne connaît pas la crise, on va dire. Voilà, c'est ça. Vous l'avez, sinon, l'enquête emploi sur le stand PGE dans l'Agora. Ah oui, postuler au PGE. Alors, comment est-ce qu'on rentre à l'ESTP? Donc, il y a différents canaux de recrutement, les 3 concours. Pour la majorité des prépas, MP, PC, PSI, TSI et MPI, c'est le concours Central Supélec. Concours commun Central Supélec. En inscription, c'est maintenant, entre le 9 décembre et le 16 janvier. Pour la banque PT, pour ceux qui viennent de PT, c'est un concours à part et il faut s'inscrire maintenant aussi du 4 décembre au 15 janvier. Concours NCA pour ceux qui viennent de prépa ATS. Inscription un peu plus tardive, c'est du 7 février au 6 mars 2024. Ceux qui viennent de DUT déposent un dossier aussi sur cette plateforme. Et les AST, donc les admissions sur titre pour les profils universitaires. Là, c'est juste une étude de dossier, c'est une admission sur dossier. Vous postulez sur notre site en ligne. Et puis ensuite, on a un jury tous les mois, à partir du mois de février, pour prononcer les admissions. Ça, c'est le nombre de places. 801 places offertes. Ne vous inquiétez pas si vous vous dites « Ah, moi je viens d'ATS et il n'y a que 30 places en génie civil. Pour les ATS génie civil, on peut aller au-delà. On peut trouver un système de vase communicant si sur une filière, on voit que ça va pas, on n'aura pas l'effectif prévu. On peut faire un système de vase communicant pour permettre à d'autres de pouvoir rentrer, à d'autres profils de pouvoir rentrer. Ce n'est pas figé dans le marbre, c'est à titre indicatif, c'est ce qu'on déclare dans les notices au concours des différents concours. Donc c'est maintenant, en gros, pour Central Supélec et la banque PT, et puis ensuite pour ATS, c'est après. Et puis, nous avons nos représentants du bloc qui sont là, qui vont pouvoir prendre la parole, que je réveille. Mais ils ont beaucoup travaillé ce matin, je crois. Et puis, il y a des partiels. Donc, ils vont pouvoir vous parler un petit peu de la vie associative. Vous avez peut-être pu aller au bâtiment Belgrand tout à l'heure, qui est juste à côté du bâtiment Vica. Vous avez un forum des associations. Allez échanger avec eux. La particularité de l'ESTP, c'est qu'il y a une vie associative très dense, très riche, dans tous les sens du terme et sur de nombreux sujets. 50 associations actives. Venez jusque-là pour être dans le cadre ici. Eva. Bonjour à tous. Bon, je vais être très brève, même si on pourrait parler pendant hyper longtemps de toute la vie associative à l'ESTP. Du coup, nous, on fait partie du BDE. Et à l'ESTP, il y a plus de 50 associations sur tous les domaines. C'est-à-dire que quoi que vous aimiez, vous trouverez forcément une association qui vous plaira. On a des associations plutôt sportives avec évidemment le BDS, le Défi Voile qui organise une croisière par exemple avec 100 personnes du campus. On a le ski club. On a aussi des assos un peu plus professionnalisantes avec le forum qui organise un des plus grands forums étudiants de France. On a la JE Entreprise, évidemment, comme dans toutes les écoles d'ingé. On a ensuite des assos culturels avec une asso Asie, une asso Afro,
des assos aussi qui organisent des voyages justement à l'étranger, des visites de musées, etc. Des assos évidemment plus festives, avec le pub, asso mixologie, etc. Avec modération toujours. Œnologie aussi. Œnologie, évidemment. Et là, ouais, c'est un peu plus festif. Hein, voilà. Et la Dreams, qui est comédie musicale, qui se produisent à Bobino cette année, là encore. Hein, d'ailleurs, ils sont en train de répéter, ils font un filage au sous-sol de Belgrand, dans le bâtiment qui est juste à côté. Vous pouvez aller y jeter un petit coup d'œil. Et du coup, dans la Dreams, ils recrutent justement des chanteurs, des danseurs et des acteurs, justement, pour faire une grande comédie musicale où tout le monde est invité. Voilà, et donc il y a différents événements qui sont aussi organisés pendant l'année, avec donc la croisière dont j'ai parlé tout à l'heure, le spectacle de la Dreams, mais aussi une semaine ski, un week-end ski, le forum, des tournois sportifs, semaine internationale où toutes les associations culturelles peuvent participer. Donc voilà, donc vie très riche, et c'est aussi pour ça que on se sent hyper aussi impliqué dans le STP, c'est que on fait tous partie des assos, enfin beaucoup en tout cas. Et enfin, il y a toujours des événements sur le campus. Oui. Donc voilà. Oui, je confirme, oui, il y a toujours des événements. Il se passe toujours quelque chose sur le campus. Quand ce n'est pas des entreprises qui viennent nous visiter, présenter leur métier, c'est les associations qui prennent le relais. Voilà, donc c'est une réalité et vraiment une particularité très forte à l'ESTP. Je pense qu'on. Merci Eva. Merci Eva. Antoine Bonte, est-ce que vous êtes en ligne, monsieur Bonte? Il doit être en train de faire visiter son campus. Alors, on verra Orléans tout à l'heure. Je vois que Laurence est en ligne. Absolument. Laurence, est-ce que tu nous entends? Ah, super. Allez, je te laisse la parole, Laurence, sur ton campus de Dijon. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis très heureuse de pouvoir effectivement vous présenter le campus de Dijon. Donc, je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit au préalable, où vous retrouvez effectivement le même diplôme et puis les mêmes activités sur le campus de Dijon. Alors évidemment, dans une dimension un peu différente, parce que le campus est un peu plus petit, mais en tout cas, on retrouvera exactement le même diplôme et puis donc les associations étudiantes aussi et la vie qui va avec. Ce que je voulais simplement, c'est vous présenter un petit peu mieux le campus de Dijon en quelques mots. Donc, la première chose, c'est qu'on est donc situé à Dijon, en Bourgogne-Franche-Comté, donc à peu près 1h30 en TGV de Paris, et pas très loin des pistes de ski. Je le dis parce que pour certains, ça peut être un argument, en tout cas un atout. On est dans une ville qui est dynamique, une ville étudiante, une métropole qui est porteuse de projets assez ambitieux et structurants, et qui sont intéressants notamment parce que finalement, on partage un certain nombre de projets communs. Je vais prendre l'exemple, par exemple, de 2 projets qui sont portés par Dijon Métropole, qui sont, le premier, c'est le projet On Dijon, qui est un projet de ville connectée. Donc, l'idée, effectivement, c'était de connecter la ville, d'avoir un poste de contrôle centralisé pour pouvoir faire des choix qui permettent de faciliter la vie des citoyens et puis aussi de diminuer l'empreinte carbone de la ville en pilotant, par exemple, en organisant la mobilité, en pilotant l'éclairage public, la sécurité, la propreté dans la ville, etc. Donc ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est les quartiers énergie positive. Donc on a un quartier qui s'appelle le projet qui s'appelle le projet Response de quartier énergie positive. Et donc on travaille en lien avec ce projet-là et nos étudiants travaillent sur des cas concrets du coup parce qu'ils vont sur le terrain pour voir comment ça se passe. Et finalement, dans ces projets un peu expérimentaux aussi, avec une phase d'expérimentation, ça permet qu'on travaille avec eux. Donc à Dijon, c'est la raison pour laquelle on est positionné sur l'urbanisme durable et décarboné, et sur donc la construction de la ville intelligente, durable et résiliente, à la fois en termes d'enseignement et également en termes de recherche. Et donc, nos étudiants vont pouvoir travailler, comme j'évoquais tout à l'heure, sur des projets concrets de territoire. Et puis, l'autre lien, c'est en lien avec notre campus. Donc, notre campus, il est tout neuf, il a été livré il y a un petit peu plus de 2 ans. Il se voulait ambitieux et exemplaire d'un point de vue environnemental, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue numérique, ce qu'il est. Alors évidemment, il est imparfait, et c'est ce qui fait qu'il est intéressant, parce que ça veut dire aussi qu'on peut travailler dessus, que ça devient un vrai bac à sable pour nos étudiants, pour nos enseignants-chercheurs, pour voir comment on pourra faire encore mieux dans le futur. On a une thèse qui commence en janvier sur ce bâtiment, et donc le thésard va pouvoir travailler sur le campus pour voir effectivement ce qu'apporte toute cette connectivité et finalement qui en tire un avantage et l'impact que ça a sur l'empreinte carbone aussi du bâtiment. Et puis vous voyez, ça boucle la boucle parce que ce bâtiment, c'est aussi finalement, entre guillemets, une espèce de ville, un peu un modèle de ville. Et donc, une fois qu'on travaille sur un bâtiment, sur ces dimensions-là, on peut travailler à l'échelle du quartier, puis ensuite à l'échelle de la ville. Donc, du coup, ça fait aussi le lien avec donc, les activités d'enseignement et de recherche qu'on porte et dont j'ai parlé tout à l'heure.
Et puis en plus, c'est un lieu de vie qui est très agréable pour terminer, puisque c'est un bâtiment qui est très lumineux, avec de nombreuses terrasses et de nombreux lieux aussi alors à la fois pour évidemment travailler et étudier, à la fois des lieux aussi d'échange et de travail collaboratif sur des projets. Voilà, en quelques mots, la présentation du campus de Dijon. Merci Laurence. Et je vais passer la parole à mes collègues des autres campus. C'est Carlos. Alors Carlos. Sur le campus de Troyes. Bonjour à toutes et à tous. Oui, sur le campus de Troyes, donc comme vous pouvez le constater, c'est quand même un campus avec une architecture remarquable, qui a une forme d'une vague et qui correspond tout à fait aux thématiques que l'on aborde en termes de formation sur Troyes. Effectivement, on a deux formations qui sont ancrées sur le territoire. Une première qui est la formation d'ingénieur ESTP, mais aussi une formation de bachelor architecture et construction. Et donc, ces diplômés de bachelor pourront être le trait d'union entre justement l'architecte et le domaine de l'ingénierie, qui va permettre justement de faire des calculs de résistance de matériaux, de structures, pour pouvoir justement avoir, comme vous le voyez, une vague qui permet d'avoir un effet architectural remarquable. Donc sur le territoire de Troyes, on est au cœur d'un campus universitaire qui regroupe un ensemble d'écoles d'ingénieurs et d'institutions d'enseignement supérieur avec près de 11 000 étudiants sur le territoire. Une ville à taille humaine, un campus à taille humaine, donc avec une proximité importante entre les étudiants et le corps enseignant, ce qui permet de détecter très rapidement les éventuelles difficultés que les étudiants peuvent avoir et d'apporter des solutions pour permettre ainsi aux étudiants de continuer leur progression en termes académiques et d'avoir un succès au bout des années, des 3 années de formation. Au-delà de cette architecture, on a un campus qui est ouvert sur l'extérieur, avec beaucoup de surfaces vitrées, avec beaucoup de salles projets, où aussi bien les étudiants du cycle ingénieur comme les étudiants de bachelor travaillent directement et concrètement sur des projets en lien avec les besoins des collectivités territoriales, avec la région Troyes-Champagne Métropole, mais aussi avec Romilly-sur-Seine et d'autres collectivités. Donc vraiment un modèle d'apprentissage par projet sur des projets bien concrets. Et au-delà de ça, on a sur Troyes quand même une ville et une région avec une richesse patrimoniale qui est reconnue, et ce qui nous permet aussi de développer en ce sens une formation sur la réhabilitation du patrimoine bâti qui permet de répondre aux attentes des collectivités. Et donc, je reviens un petit peu sur les différents projets dans lesquels nos étudiants travaillent et planchent. On forme bien évidemment donc des étudiants bachelor et des étudiants en cycle ingénieur, mais on a aussi un monde associatif qui est très riche. D'une part, sur le campus, avec 8 associations d'étudiants qui sont de divers domaines, que ce soit des associations technologiques, des associations humanitaires, ainsi que des associations culturelles et artistiques. Et ces associations échangent et collaborent sur des projets mutualisés avec les associations des autres institutions d'enseignement supérieur, ce qui enveloppe un petit peu toute cette richesse et permet à nos étudiants d'avoir une vie étudiante épanouissante et riche ici sur le campus de Troyes. Merci Carlos. Merci. Et Antoine, sur Orléans, qui nous attend. Bonjour à tous et bonjour d'Orléans. En quelques mots sur le campus d'Orléans, donc nous on a ouvert nos portes en septembre 2023. Donc on est installé dans l'ancien hôpital d'Orléans, qui est un bâtiment, disons, classé au monument historique. Donc, on est dans un bâtiment qui date du XVIIIe siècle, donc avec des caractéristiques architecturales assez exceptionnelles. Ces espaces ont été repensés, disons, dans un objectif d'avoir des conditions pédagogiques optimum. Carlos a exposé la pédagogie par projet, c'est des choses aussi qu'on déploie aujourd'hui dans notre cursus de formation. On est en plein cœur de ville, donc à quelques mètres de la Loire, mais aussi du centre-ville et du centre dynamique d'Orléans. Et on est aussi dans une situation géographique où on est dans le concept un petit peu de mobilité douce, donc beaucoup d'accès pour les vélos ou des mobilités en transport en commun. Donc on est installé sur à peu près 4000 mètres carrés pour accueillir à terme sur ce campus 300 étudiants.
Une petite spécificité du campus d'Orléans, c'est qu'on est orienté sur une thématique de troisième année qui tourne sur un sujet dont on parle beaucoup actuellement, mais qui va avoir aussi des incidences sur le monde de la construction, à savoir l'intelligence artificielle. Donc, ça sera une option déployée en troisième année. On est plutôt dans un cadre très agréable. Alors, contrairement à Carlos ou à Laurence, où la vie étudiante est déjà assez structurée, nous, on lance les choses. Donc, j'ai plutôt des profils d'entrepreneurs. On a créé notre BDE là, il y a quelques mois. On lance les choses. Donc, je suis prêt à accueillir ici sur le site d'Orléans des entrepreneurs, des gens qui ont des idées, qui sont innovants. Dans une ville où on a un patrimoine, disons, historique très riche. On est dans une région où vous aurez la chance de découvrir une page de l'histoire de France. Donc voilà un petit peu, je vous invite à venir nous visiter. Nous aussi, on est en journée porte ouverte aujourd'hui. Donc voilà, je vous souhaite la bienvenue sur le site d'Orléans. Merci Antoine. Si vous voulez aller à Orléans, ils vont fermer à 16h aussi, ça va faire juste. C'est juste à 1 heure de Paris. Mais Et on a encore, ceci on a encore quelques personnes dans nos murs. Ah, super. Ceci dit, les prochaines journées portes ouvertes si vous voulez visiter les campus, sur Dijon, ce sera le 27 janvier et sur Cachan, Orléans et Troyes, ce sera le 9 février si ça tombe un samedi, sinon c'est le 10. Je ne sais plus, je ne l'ai plus en tête, mais c'est le 9 ou le 10. On vous réinvitera hein, pour que vous puissiez aller aussi visiter les campus. On a eu quelqu'un d'Orléans tout à l'heure qui t'a rencontré sur un salon, mais qui est venu à Cachan. Donc je lui ai dit la prochaine fois, vous irez à Orléans parce que je ne veux pas avoir de problème avec Orléans. Merci Antoine. Merci Antoine. De rien. Le 10, c'est le 10 février pour Orléans, Troyes et Cachan. On va passer aux questions. Si vous avez des questions, sinon on a été très clair. Ah oui, je vous donne les contacts. Donc moi je suis Christophe Richer, Lucie Sarrazin sur Dijon qui gère le recrutement des étudiants sur le cursus ingénieur. Orléans, donc Nathalie Falp qui gère aussi cette partie-là. Et sur Troyes, donc c'est Claire Langry, mon homologue sur le campus de Troyes. Questions ? En ligne ? Ah oui. Oui. Ils sont tout petits, ils sont dans les admissions sur titre. C'était avant. Voilà. Ils sont là. Bachelor ESTP. Ah bah, il y a ça, c'est génial. Hop. Ils sont là. Oui, le bachelor ESTP. Ils sont considérés comme admission sur titre, sur dossier. Ils font acte de candidature. Et c'est juste une étude de dossier. Je vous en prie. Oui, maintenant c'est BUT. Alors oui, et une précision importante, BUT 3 uniquement pour le cursus ingénieur sous statut étudiant. Les BTS, alors oui, j'aurais pu la mettre à jour, mais les BTS ne sont pas concernés. On ne recrute plus de BTS sur le cursus ingénieur sous statut étudiant parce que les niveaux sont très en deçà de ce qu'on attend. Donc, on oriente plutôt les BTS vers des prépas ATS, adaptation technicien supérieur, qui se font en 1 an après un BTS et qui permettent après de revenir vers nous avec le concours banque d'épreuves prépa ATS du concours NCA. Oui. Antoine, tu es encore avec nous? Oui. Les options d'Orléans. Voilà, elles sont là. Y aura-t-il plus d'options sur le campus d'Orléans dans les prochaines années? Certainement, Antoine. Sans doute. Après, je ne prends pas d'engagement parce que je suis plutôt quelqu'un qui tient ses engagements et en fonction du développement du site et aussi peut-être de certains besoins, on peut envisager le déploiement d'autres options. Alors, il faut relativiser un petit peu les options. Hein, je veux dire, ce n'est pas l'option qui va déterminer votre carrière professionnelle.
ou déterminer l'ensemble de votre cursus au regard de la proportion du volume horaire sur l'ensemble du cursus. Donc, il faut nuancer aussi par rapport à ça, si je peux me permettre. Donc, aujourd'hui, il y a une option qui est proposée en 3e année qui est intitulée Jumeaux numériques et intelligence artificielle. J'ai pas la statistique, mais c'est pas 50% du cursus ingénieur que vous allez suivre. Donc, c'est pas l'option qui détermine votre carrière professionnelle. Et je rappelle aussi que vous pouvez faire vos 2 premières années à Orléans, choisir un parcours thématique qui se trouve sur Orléans et la mobilité intercampus qui se met en place en dernière année pour choisir l'option de votre choix, enfin pour choisir l'option qui vous plaît. Et là, vous pouvez bouger, hein, vous pouvez partir à Dijon, Troyes ou Cachan. Et inversement, des étudiants de Cachan peuvent aller à Orléans pour bénéficier de l'option intelligence artificielle et jumeaux numériques. Alors, en même temps, c'est un lancement, oui, on est du campus, donc ça a mis du temps aussi sur Troyes et sur Dijon à développer les options. Ça a mis un peu de temps. Oui. 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 Alors, oui, vous êtes tous, enfin, vous habitez peut-être tous en Île-de-France ou pas loin. C'est une question d'un internaute. Oui, mais je pense que ça concerne aussi tout le monde. C'est une très bonne question. Merci de l'avoir posée. C'est tendu au niveau du logement sur Paris. Alors bon, en plus avec les Jeux Olympiques cette année, ça va être encore plus olympique. Nous proposons sur le campus de Cachan, il y a 2 résidences étudiantes, l'une qui est la maison de famille dont je vous parlais tout à l'heure, qui est en bas, qui a été réhabilitée, 80 studios de 18 mètres carrés, et puis l'autre qui est la résidence Hérol. Là, on est plus sur des studios aussi, mais aussi des 2 et 3 pièces pour de la colocation. C'est un budget en plus, c'est pas compris dans les frais de scolarité, c'est un budget en plus. Néanmoins, donc là, on a une centaine de logements dans cette résidence. Sinon, vous avez la résidence juste à côté, la résidence Next City, qui est à l'entrée du campus. La résidence Restignac qui est de l'autre côté. Il y a le Crous aussi, qui propose des logements. C'est une question qu'il faut se poser avant de venir à l'ESTP. En effet, la question du logement est tendue surtout dans la période où vous intégrez l'école. Et pour trouver un logement, nos 3e années ne sont toujours pas partis. Ils ont leur soutenance à passer. Ils vont libérer leurs appartements plutôt en octobre-novembre quand ils ont fini leur soutenance. Et c'est là que vous pouvez trouver quelque chose d'un peu plus à votre goût et vous aurez un peu plus de... Et sur les campus en région, là, c'est beaucoup moins tendu. Il y a beaucoup de partenariats qui sont liés. Antoine, je crois que tu as déjà des partenariats qui sont signés. Laurence aussi sur Dijon avec des logements Crous, mais aussi des résidences étudiantes où il y a des contingents de logements qui sont réservés à l'ESTP et idem sur Troyes. Donc oui, la question de logement, c'est pas anodin. Sur les campus 3, Dijon, Orléans, je dirais que ça ne se pose pas, en fait, voilà, dans un cadre de vie apaisé. La question sur le logement à Cachan, elle se pose. Il faut y penser dès maintenant, surtout avec la période qu'on va vivre là, pour les Jeux Olympiques. C'est pas, enfin, ce que je dis là, c'est parce que voilà, il y a eu des réquisitions de chambres étudiantes, il y a eu des voilà, c'est pas simple et les logements vont flamber. Au moins pour la partie des Jeux Olympiques de mi-juillet à début août, quoi. Ouais, donc la partie estivale, il faut la prendre en compte. Alors, il y a d'autres solutions aussi, parce qu'on m'appelle beaucoup au moment des résultats, on dit oui définitif, mais après on fait quoi? Alors, on s'inscrit administrativement, il faut chercher un logement. Au niveau des logements, il y a aussi une solution. Si vous ne trouvez pas ce que vous voulez là pour la rentrée, prenez quelque chose de temporaire, un logement meublé avec un bail d'1 mois ou un Airbnb ou quelque chose, le temps d'arriver, d'atterrir, de partager avec les 600 étudiants qui vont rentrer sur Cachan. Les 2e années, les 3e années, il y a des solutions de colocation. Il y en a qui trouvent des plans où ils vont pouvoir co-louer leur logement, etc. Donc,
Ça se fait, hein, on retrouve personne dans une caravane au bord du périph' pour le moment. Mais une autre question en ligne. Je attends le cas. Ça rentre dans l'enquête emploi que j'ai donnée tout à l'heure. Alors, je n'ai pas le détail sur les ingé archi précisément. Attendez, j'ai mis où moi? Alors, oui, non, mais l'intérêt du double cursus ingénieur-architecte, c'est que vous avez la double casquette. Alors, la double casquette, elle est très recherchée dans le secteur parce que ça fluidifie les relations et la gestion de projet de construction entre un architecte et un ingénieur travaux, on va dire, hein, de maîtrise d'œuvre. Et ça permet de gagner du temps, de gagner de la fluidité, de gagner de l'argent. Et ça se paye pour un ingénieur architecte. Il est automatiquement mieux payé. Mais bon, les moyennes que je vous ai données ici, c'est une moyenne qui inclut en effet. C'était ouf, non, c'était plus là. Ouais, c'était après. Ce sont des moyennes, hein, c'est une moyenne qui inclut le double diplôme. Oui, une dernière question. Non. La réponse est non. Ah oui. Oui, pardon, excusez-moi. Oui, pour les personnes en ligne. Est-ce qu'il y a la possibilité de rejoindre un cursus en alternance sur le cursus ingénieur quand on est rentré sous statut étudiant? La réponse est non. Pour le moment, non, parce que de toute façon, les deux formations, les deux dispositifs, l'un en apprentissage en énergétique de la construction et l'autre en généraliste de la construction, ne sont pas du tout calés sur les mêmes programmes. Donc, il n'y a pas moyen de switcher d'un cursus à l'autre. Ça n'a pas grand-chose à voir, on va dire. Maintenant, le programme Grande École sous statut étudiant n'est pas encore déployé en apprentissage, en alternance. Ce n'est pas dans les cartons, à ce que je sache. Pour le moment, non, ce n'est pas notre cœur de métier hein, de développer l'alternance pour le moment. Et il n'y a pas moyen, en effet, de... Alors après, on est à l'écoute hein, des personnes qui ont des problèmes financiers, qui sont en difficulté. On a des personnes qui sont dédiées à ça. Marie-Christine Le Guen, hein, qui est ici dans l'Agora, est à l'écoute des étudiants. Les assistants de scolarité, les chargés de scolarité, enfin, toutes les équipes hein, sont là pour vous écouter et apporter des solutions. On ne pourra pas renflouer les comptes, hein, sauf si on passe par une bourse qui est octroyée, mais voilà, vous pourrez nous en parler toujours, de toute façon.